Salut tout le monde, bienvenue dans cette rétrosport de la semaine. On parle tout d'abord de sport extrême au cinéma avec le retour de La Nuit de la Glisse. Le réalisateur Thierry Donnard nous présente son nouveau film Risette. En judo, Priscilla Morand revient des mondiaux de Budapest et croise les doigts pour Tokyo. On reçoit ensuite Stéphane Ivanovic, nouveau coach du bébé Seignon. Le joueur range ses baskets et passe de l'autre côté du banc. Enfin, on prend le large avec le navigateur Nils Palmieri, grand vainqueur de la Transat en double. La Nuit de la Glisse est de retour au cinéma. 3 ans après sa dernière production, le film qui chaque année fait la part belle au sport de glisse et au sport extrême revient enfin avec Risette, un nouvel opus qui nous envoie dans les airs, sur la neige, sur l'eau et même sous l'eau. C'est à découvrir au cinéma chez Pathé Balexer à Genève, Pathé Flon à Lausanne et en France voisine entre le 10 et le 13 juin. Et si je vous en parle aujourd'hui sur NRTV, c'est que toutes ces images, tournées dans le monde entier, prennent vie dans une salle de montage à Founet. Salut Thierry Donnard. Bonjour. Thierry, tu es le réalisateur historique de La Nuit de la Glisse et le réalisateur donc de ce film Risette. Dis-moi, où est-ce que tu es allé pour tourner ces images cette année? On n'a pas été très loin. En fait, on a commencé ce film bien avant la crise Covid. Et c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui pesait à cette époque-là quand on avait décidé de... le plus loin qu'on est allé, c'est en Nouvelle-Zélande. Mais la Nouvelle-Zélande, on l'a fait par... empreinte carbone zéro, on l'a fait par visioconférence. C'était quelques interviews et du lifestyle. Et puis une petite scène d'action de soaring qu'on a filmé. On voyait tout ce qu'on demandait au caméraman local, je pouvais le voir et je pouvais le diriger. Ça, c'est la seule fois que j'ai fait ça. Des choses à distance. Oui. Et puis, sinon, les montagnes en Suisse, du coup? Alors, proche de la Suisse, on a fait Chamonix. Ouais. C'est très proche de la Suisse, hein, c'est même frontalier. Après, on a eu la Norvège, dans les fjords de Norvège, du côté de Tromsø, mais aussi de Stavanger, en fait toute la côte ouest. Et on est monté jusque dans le nord, par contre, pour le ski pour le freeride avec Nicolas Schrimmer. Et les images en mer, avec les baleines, là, justement? Ah là, c'est Tahiti. C'est la deuxième maison. Et on y va souvent. On y est allé. On a pu trouver une fenêtre l'année passée, au mois d'octobre, pour terminer le film. Et après, c'était toute la partie montage. Donc, on a pris quasiment 2 années pour faire ce film. D'accord. Et donc, ce qui est exceptionnel, puisque d'habitude, on fait un film par an. Mais là, justement, tout le monde nous dit, tous les gens qui ont vu le film, la qualité, c'est incroyable. Comment? C'est le temps, en fait. On a accordé plus de temps. Donc La Nuit de la Glisse, c'est vrai que, donc, je le disais en introduction, c'est vraiment un film qui sort d'habitude chaque année. Là, cette fois-ci, vous avez pris plus de temps. Pourquoi? C'était plus ambitieux comme projet de film? Voilà, on avait déjà quand même célébré... en 2019, on avait 2019, oui, on avait célébré un anniversaire. On avait fait un festival avec un petit montage d'un film sur les 40 années, mais qui était très court. 40 ans de Nuit de la Glisse, quand même, faut le dire. Oui, ça ne rajeunit pas. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que vous tournez ces images. Et là, il y avait une ambition supplémentaire. C'est surtout un cauchemar pour les monteurs d'aller chercher des images sur 40 années. Ah, ça fait beaucoup d'images à regarder et à enregistrer, à mettre en place sur un timeline. Et donc, on a et depuis cette époque-là, depuis 2019, rien. Donc, on est en 2021. Il s'est passé 2020, 2021. Et c'est la deuxième année où La Nuit de la Glisse n'était pas sur les écrans. Et comme notre ADN pur, c'est le cinéma, c'est le grand écran, on ne pouvait pas ne pas sortir ce film en cinéma, c'était pas possible. Vous avez voulu attendre la réouverture des salles, quoi. Oui, et puis en plus de ça, on avait cet accord avec Pathé, un accord mondial, et pour nous c'était quand même une chance, et donc on a décidé de sortir en juin. Voilà, c'est rare, mais aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de tradition, tout a changé. Et le monde a changé. Donc La Nuit de la Glisse, c'était comme les cerises, hein, c'était au mois de juin. C'était au mois de novembre, comme les marrons. Maintenant, c'est comme les cerises au mois de juin. Voilà. Donc... Quel sport on peut voir dans ce Risette? Alors, c'est plus que des sports. C'est comment on accède à ces sports. Puisque la grande nouveauté de ce film, c'est
quasiment, il a été fait avec à la force du mollet et de la main, à dos d'homme et à dos de mollet et à pied. Et donc, l'accessibilité pour les montagnes, bien, c'est de les gravir avant. Donc, c'est aussi l'alpinisme. C'est dans le nord de la Norvège, dans les Liegenalps, aussi à Senja, un endroit où jamais personne n'avait posé des skis, ni des snowboards. Et donc ça, c'était assez exceptionnel, des faces où on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait personne qui ait jamais dévalé ces pentes. Déjà, celle qu'on voit là, par exemple. Ouais. C'est toujours un moment d'émotion. Il y a du parapente aussi? C'est du speed ride, on va dire. Speed ride. Okay. Alors, il y a le... Non, c'est du speedfly, parce que le speed ride, c'est avec des skis, on ride. Ah, le speedfly, c'est on vole très proche du sol. Ouais. Moi, je m'en suis aperçu à mes dépens au fur et à mesure que je faisais ce film. En fait, ces garçons, ils sont toujours attirés à aller le plus proche possible du sol, ouais. Et même s'ils sont dans l'air. Donc, c'est un petit kite qui permet d'aller très très vite, et ça va presque aussi vite que la wingsuit. C'est différent. Ça permet des choses peut-être différentes que la wingsuit. Ouais. La wingsuit, c'est un sport exceptionnel, mais je pense que ce sport, le speedfly, c'est encore... c'est différent, c'est au-dessus. Alors, je te propose qu'on regarde la bande-annonce tout de suite, et puis on revient juste après pour en discuter. When filming started, we knew all was not well with the world. But couldn't have foreseen that we would have to push the pause button a short time after. Or that our freedom and access to nature would be limited for several months. 3, 2, 1. Go back! Oh! On veut forcément savoir, Thierry, comment on tourne ce genre d'image. Ouais, mais comment on tourne ces images? Comment on va dans les airs? Comment on va sous l'eau? Comment on va sur les skis? Alors, on a combien de temps là? Parce que non, mais je la fais court ou je la fais long? C'est-à-dire que l'équipe de tournage doit prendre des risques en même temps que les sportifs. Oui. C'est pas une sinécure. Hein. Le tournage d'une la glisse, c'est sportif. Hein. On se fait mal, physiquement c'est difficile, on gèle les doigts, on porte du matériel lourd. C'est des prises de tête pour prendre des décisions au moment. C'est toujours une remise en cause totale. Hein. Il n'y a rien de garanti. Vous partez le matin pour faire une montagne et puis il s'avère qu'il y a eu du vent, qu'il y a des plaques à vent. Pour les Suisses, ils connaissent bien ce langage, je peux en parler. Si je veux faire une télévision à l'étranger, des plaques à vent, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Mais disons que voilà, s'il y a des dangers, si les conditions ne sont pas là, si on estime que il faut savoir renoncer, faire demi-tour et se réorganiser pour le lendemain, c'est sans cesse ce que l'on fait. Et puis quand on n'a pas d'hélicoptère, qu'on est tout à pied, bon, la décision n'est pas la même. La plongée, tu plonges aussi? Oui. Toi, t'es partout, en fait. Oui, moi, j'aime pas trop plonger avec des bouteilles. D'accord. Pourquoi, paradoxalement, c'est plus dangereux pour moi, parce que je suis un peu... Quand j'ai une caméra dans les mains, je pense plus trop au reste. Ouais. Et souvent, j'ai du mal à me concentrer sur la partie technique de la sécurité. Donc, soit j'ai un plongeur-chef avec moi qui surveille ma bouteille, mais il a du mal, parce que des fois, ça m'arrive de descendre. Lui, il veut pas descendre. Bref, donc je préfère en apnée. C'est une équipe de combien de personnes, Thierry, pour qu'on se rende compte? Toi, tu es le chef opérateur aussi, ou bien tu as combien de personnes qui t'entourent? J'ai un chef opérateur avec moi, parce qu'il faut que la technique, ça suive. Aujourd'hui, la technique, c'est du digital, donc des caméras, c'est très complexe. C'est pas des caméras 35 mm, il suffit pas de faire la lumière et puis mettre une vitesse et on y va. C'est des ordinateurs. Donc j'ai besoin de gens très techniques, mais qui sont un peu couteau suisse, hein, qui font plein de choses à la fois, parce qu'on veut des équipes légères pour pouvoir bouger vite. Bien sûr. Si on veut bouger vite, il faut être maximum 4-5, pas plus. Et encore, parce que quand tout le monde doit partir en randonnée, voilà, il y en a toujours un qui est en retard le matin. Plus on a de monde, plus
on s'expose à des problèmes. Ouais. Et puis il faut effectivement des gens habitués à ce type de sport extrême, on l'imagine. On a l'impression que ce film, Reset, ça va aussi plus loin que le sport, qu'il y a cette volonté aussi de mettre en avant, on l'a vu un peu dans la bande-annonce, les différentes cultures des pays où vous allez, puis que vous mettez en lumière. Et puis il y a aussi une volonté de message écologique derrière. Le message écologique, tout le monde en ce moment se raccroche à ça. Nous, ça fait 40 ans qu'on parle de nature, de manger sain, d'état d'esprit. Ça n'a pas changé. C'est simplement qu'on a voulu mettre l'accent là-dessus parce qu'on pouvait aussi prouver qu'on pouvait faire des films nous-mêmes sans utiliser des hélicoptères ou autres, même si l'hélicoptère, c'est un autre débat. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nos montagnes en Suisse et aussi en France, parce que ça ravitaille les refuges, ça secourt les gens qui aiment bien aller, qui aiment bien critiquer les hélicoptères, mais qui aiment bien les avoir aussi. Quelque part, on voulait faire ça parce que ça nous tenait à cœur. On ne l'a pas fait parce qu'on avait envie de prouver quoi que ce soit. Ça fait partie de l'ADN de la Nuit de la Glisse depuis le début, quoi. Oui, ça. mais c'était un vrai challenge, hein, parce que quand on a commencé, nos caméras n'étaient pas vraiment adaptées. Tout notre matériel était trop lourd. Il a fallu se remettre en cause et se réinventer au fur et à mesure. On n'avait rien qui était fait pour ça, c'était trop lourd. Et il a fallu... le premier jour où je suis parti en montagne, j'avais 29 kilos sur le dos. J'ai dit non, il faut faire un choix. Effectivement. Ouais. Et puis donc je disais la volonté de voir les différentes cultures aussi, la mise en lumière de la Polynésie française, il me semble, dans ce film aussi. Hein. Oui, la Polynésie. Alors, quand vous arrivez en Polynésie, qu'il n'y a plus de touristes, malheureusement, c'était notre cas en octobre. Et à cause du Covid, donc? Oui, bien sûr. On ne pouvait plus voyager, on a eu cette chance de pouvoir le faire. Et après, tout s'est refermé. Hein. On a eu une fenêtre, je devais y aller avant, mais j'ai attrapé le Covid, donc on a dû décaler de quelques semaines. Ah ouais. Et on est arrivé à la dernière limite, je crois que quelques semaines après, tout fermait. Et c'est vrai de voir la Polynésie au même moment où à l'époque on pouvait s'imaginer que il y a 40 ans, les Polynésiens se levaient le matin et cueillaient leurs fruits, ils allaient pêcher un poisson et ils vivaient de choses simples. On était dans cette époque-là. C'était incroyable. Ouais. J'avais l'impression qu'on a retrouvé la Polynésie comme on a toujours eu envie de la voir. Et c'est quand même un pays magnifique. Hein, et cette volonté aussi, voilà, je le dis, ça va au-delà du sport. Oui. Effectivement, la Nuit de la Glisse. Un dernier petit mot, Thierry, parce qu'on a la voix de l'acteur français Vincent Cassel sur ce film. Ça s'est fait comment? Alors, ça s'est fait tout simplement parce que Vincent et moi, on se connaît depuis pas mal de temps. Et on s'est aussi reconnecté à Tahiti. Et je lui ai fait rencontrer les Boys. Et il a énormément sympathisé avec eux. Et d'ailleurs, c'est lui qui a réussi à les mettre sous contrat pour une marque de foil. Donc, il est à fond là-dedans. Il habite à Biarritz. C'est un fan de la Nuit de la Glisse. Il vient chaque année au Grand Rex. Il est monté sur scène il y a 2 ans. Et j'avais très envie. Et puis... je ne savais pas si je pouvais oser lui demander de faire tout le film ou pas, enfin bon, bref. Et on est parti sur une aventure, et puis ça va pas se terminer là, donc c'est bien. D'accord, bon, très bien. Bah écoute, mais merci. Il a fait ça très sympathiquement. Hein, ouais. On n'a pas eu les moyens. Le projet lui a de plu, se le payer. ça aussi. Si on avait... Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Bon, par amitié, quoi. Exactement. Très bien. Merci Thierry Donard. Donc, tu es réalisateur de ce film Reset, donc de la Nuit de la Glisse. C'est à voir au cinéma du 12 au 13 juin. Donc, je l'ai dit, à Lausanne et à Genève ou en France voisine. Eh bien, longue vie à la Nuit de la Glisse et à bientôt, Thierry. Merci. Elle est la vice-championne d'Afrique de judo en catégorie moins 48 kg. La Morgienne, qui représente son pays d'origine, l'île Maurice, à l'international, a disputé les mondiaux à Budapest dimanche dernier. Si elle s'est fait éliminer au premier tour en tombant sur une adversaire redoutable, Priscilla Moran a plus que jamais les JO de Tokyo dans le viseur et est prête à se qualifier. Bonjour Priscilla. Bonjour. Alors je dis prête à se qualifier, il faut attendre jeudi, donc on est vraiment sur la dernière ligne droite où tu seras fixée. Comment tu te sens? Pas trop stressée? Un petit peu quand même, c'est quand même tendu parce que là j'ai plus le destin entre mes mains. Ça va se jouer jeudi car j'ai une personne de mon pays, donc mon compatriote, qui est en lice jeudi. Puis en fait ça va se jouer là parce qu'il doit... Là j'ai de l'avance, mais il doit combattre encore et il faut qu'il fasse 7e au championnat du monde
pour pouvoir me dépasser. Donc j'ai quand même une belle marge, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je préfère pas crier victoire trop vite et attendre. Donc quand même un petit peu le stress, ouais. Donc il faudrait que lui fasse un exploit, c'est ça, pour que toi tu ne te qualifies pas, mais donc tu as de grandes chances de te qualifier parce que comme je l'ai dit, donc tu as remporté cette médaille d'argent que tu nous as amenée donc des championnats d'Afrique donc à Dakar cette année. Les JO de Tokyo, c'est un but, j'ai l'impression assez conséquent pour toi. Là, on touche gentiment au bout, donc on comprend ce stress-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux Olympiques ? Ouais, c'est quelque chose de grand, je pense, pour tout athlète de haut niveau. C'est un rêve d'aller parce qu'on fait quand même pas mal de sacrifices pour notre sport. Donc, c'est quelque chose de grand. Puis, c'est vraiment l'échéance la plus élevée dans notre sport. Donc, ce serait quand même quelque chose de magnifique de pouvoir participer au JO. Ouais. En plus, à Tokyo, donc c'est le pays, le Japon, c'est le pays de notre sport. Donc, ce serait encore plus beau. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a déjà eu cet exploit. Médaille d'argent au championnat d'Afrique, c'est énorme. Donc, toi, tu représentes l'île Maurice, on le disait, ton pays d'origine aussi. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi ? Médaille d'argent, tu avais fait médaille de bronze, il me semble, c'était l'année passée, hein, sauf erreur. Oui, exact. Et puis là, médaille d'argent, donc ça progresse. Peut-être l'année prochaine, ce sera l'or, c'est ça ? J'espère, on ne sait pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire après Tokyo. Mais là, d'avoir fait... en fait, j'ai fait 3 fois 3e au championnat d'Afrique. Donc à chaque fois, on est content de faire la médaille, c'est sûr. Mais là, une finale, c'est encore plus beau. En plus, à quelques mois des Jeux, alors en sachant que c'est vraiment un résultat qui allait vraiment compter, qui était important et qui allait me faire marquer des points. Donc c'est vraiment super. Après, je suis quand même déçue parce que je tenais vraiment ce titre. Je pouvais vraiment aller le chercher. J'ai fait une bêtise qui m'a coûté très très cher. Ouais. Donc quand même déçue. C'est quoi cette bêtise ? En début de combat, j'attaque, je me relève, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vraiment quelque chose à ce niveau qu'on ne peut pas faire. Et puis la fille, elle me prend, elle me jette, puis à Wazari. Puis après, c'est quand même compliqué de remonter au score. J'ai tout donné, j'ai essayé de mettre des shido, mais malheureusement, les arbitres n'ont pas voulu. Donc voilà, après, je peux m'en voir vraiment qu'à moi, parce que c'est moi qui ai fait cette bêtise. Ouais. Mais deuxième, c'est quand même super, je suis vraiment contente. C'est un bon résultat, et puis de faire une finale, c'est quand même énorme. Effectivement. Tu reviens donc des championnats du monde, cette fois qui était donc à Budapest ce week-end. Tu as joué un match, et puis malheureusement, tu n'as pas pu aller plus loin de ce match-là, parce qu'il y a eu un mauvais tirage au sort. Hein. Tu es tombé sur celle qui avait remporté la médaille de bronze à Rio, une Kazakh qui est très redoutable dans ta catégorie, donc moins 48 kilos. C'est compliqué pour toi d'aller à ces championnats du monde et de te retrouver avec ce tirage un peu malchanceux, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas facile. Enfin, on arrive, on se dit, on va croiser les doigts pour avoir un bon tirage. Puis là, je vois que j'ai soit la Kazakh... En fait, je saute le premier tour. Ça, c'est le tirage qui fait. Et puis, j'ai soit la Kazakh, soit la Hongroise. Mais je savais que j'allais avoir la Kazakh, à moins d'une surprise, mais c'était quasiment sûr à 99%. Et donc après, je monte sur ce tapis, je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre, autant tout donner, se faire plaisir. De toute façon, on est là pour ça, c'est le championnat du monde. Donc j'y suis allée et puis j'ai vraiment fait un bon combat. C'était vraiment bien, j'ai essayé pas mal. Tu as réussi à tenir en fait. Voilà, c'est ça, j'ai fait quand même 3 minutes. Après, elle est plus forte, elle était plus forte, donc voilà. Et j'ai vraiment fait un bon combat, je pense que je l'ai mis peut-être 1 ou 2 fois en danger. Enfin, c'était un bon combat. Mais c'est vrai que c'est pas facile de voir ce tirage. Mais bon, on est là, c'est le championnat du monde, donc qu'est-ce qu'on retient justement, je me demande, parce que quand même, aller au championnat du monde, et puis en plus, avec cette période Covid, on sait que ça demande un effort en plus supplémentaire. Qu'est-ce qu'on se dit finalement quand on tombe comme ça sur un mauvais tirage et que du coup, on est éliminé dès le premier tour ? Est-ce que vraiment, ce qui t'habite comme sentiment, c'est vraiment dommage ? Ou est-ce qu'au final, il y a quand même cette satisfaction de participer aux mondiaux ? Ouais, c'est dommage parce que j'aime gagner. On a envie de gagner. Après, je sais que c'est les championnats du monde, que ça va être vraiment relevé. C'est pas comme si c'était une autre compétition comme les Afriques où j'ai quasiment de grandes chances de faire la médaille. Donc la sensation est quand même différente. Après, là, ça dépend aussi de notre performance sur le tapis. C'est que là, j'ai vraiment fait, je pense, vraiment un bon combat. Donc je ressors quand même de ce championnat du monde avec une satisfaction. J'ai vraiment tout essayé. Je pense que j'ai pas beaucoup de choses à
à me reprocher. Bon, on peut toujours, quand on regarde la vidéo, se reprocher des petits détails. Mais là, sur ce combat contre une fille de ce niveau, je pense que j'ai quand même fait un bon combat, donc je suis quand même satisfaite. Ouais. Priscilla Morand, tu es morgienne, donc, mais tu représentes à l'international l'île Maurice. Donc, c'est pour ça que tu as pu participer à ces championnats d'Afrique. Et puis, donc, si tu vas aux Jeux Olympiques, tu représenteras l'île Maurice. Pourquoi pas la Suisse? C'était plusieurs choix, on va dire. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à l'île Maurice avec ma famille, mon frère et mes parents. Puis j'allais tout le temps dans un club à l'île Maurice. Et puis là, donc j'ai fait des connaissances et tout. Et après, la fédération, en 2013, m'a envoyé une demande pour savoir si j'étais d'accord de combattre avec eux. J'étais encore junior, je combattais pour la Suisse. Donc avec mes entraîneurs, on a regardé. Et puis on s'est dit, bon, bah, on va finir mes années juniors en Suisse. Et puis après, on va voir. Puis on a discuté et tout, puis effectivement, pour plusieurs choix. Donc le premier, c'est que le niveau africain est quand même moins élevé que le niveau européen. Donc il y a beaucoup plus de chances de pouvoir se qualifier pour les Jeux. Donc c'était une bonne opportunité à saisir. Après, au niveau aussi, mon entraîneur Gabriel Burgère, il pouvait aussi venir avec moi. Qu'on voit sur les photos aussi. Voilà, il pouvait venir avec moi dans les compétitions. C'est vraiment lui qui fait mon planning. Il peut me suivre tous les jours à l'entraînement. Donc ça, c'était aussi une bonne chose, parce que c'est quand même important d'avoir son entraîneur. Il me connaît depuis toute petite, donc il me connaît par cœur, donc ça, c'est quand même top. Au club de judo de Morges, du coup, voilà. C'est ça. Puis aussi mon entraîneur Laurent Pellet, les deux, ils me connaissent, donc ils sont aussi venus avec moi, donc ça, c'est quand même quelque chose de formidable, qui est important. Et puis aussi, c'est que ça me faisait plaisir. C'est une fierté pour moi de représenter l'île Maurice, le pays de ma maman. Enfin, je vois que toute ma famille est fière, en tout cas, que je fasse ça. Donc, c'est quand même... c'était aussi ça. Surtout, c'est 3 choix. Mais principalement, on va dire, c'est vrai que de pouvoir... Enfin, se dire qu'on peut aller au jeu, c'est clair qu'on va saisir ça. Voilà, c'est ça. C'était surtout ça par rapport... On comprend, absolument. J'aimerais terminer là-dessus, Priscilla, en te demandant qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne judoka? Alors ça, non, mais alors il faut, je pense, beaucoup de persévérance. C'est quand même beaucoup de travail. On ne peut pas se dire, je vais faire du judo comme ça, puis faire d'autres choses à côté. Non. Si on veut vraiment être un bon sportif, de haut niveau, il faut vraiment beaucoup s'entraîner tous les jours. Il y a la force qui joue et il y a beaucoup de stratégie aussi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi beaucoup le mental. Je pense que sur un combat, il y a peut-être 80% qui est le mental. Okay. Enfin, on peut être fort, tout ça, mais si dans la tête, ça ne va pas, sur le combat, ça ira pas non plus. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup mental. Il y a aussi la physionomie du corps, le poids, etc. Tout ça, ce sont des choses qui comptent. Ouais, c'est plein de petites choses qui font... Parce qu'aujourd'hui, tu concours dans la catégorie moins de 48 kilos. Tu as pile 48 kilos, il me semble. Est-ce que... un peu plus. Ça un peu plus. Bon, après, je fais pas des gros régimes, donc ça va. J'ai quand même la chance, mais je dois perdre en tout cas 1-2 kilos. Mais je les perds facile. Mais disons que dans le judo, en fait, vraiment, le poids, 1 kilo, ça peut tout changer. Tu peux prendre l'ascendant sur une adversaire. Ouais, quand même. Enfin, là, je pense que tous les sportifs, en tout cas au judo, dans le haut niveau, je pense qu'il y en a 90%, ils font des régimes, voire plus. Enfin, c'est... Ouais, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais. Pour arriver à concourir dans une catégorie ou une autre. On est aussi plus fort parce qu'on fait de la force, tout ça. Enfin, ouais. D'accord, ok. Bon, c'est ce que tu nous montreras du coup à Tokyo, c'est ce qu'on te souhaite. Priscilla, on va croiser les doigts. Donc, réponse jeudi. On va essayer de se détendre jusque-là. C'est pas facile, mais... On va te souhaiter le meilleur. En tout cas, tu as déjà une médaille. Ouais, elle est... La jolie médaille, donc, médaille d'argent au championnat d'Afrique. Et puis, on espère une médaille à Tokyo. Allez, soyons fous. On verra. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Merci, faut aller Priscilla. Et tout donner. Merci à vous. Bientôt. Merci à tous. Salut. Merci. Après 5 ans à porter le maillot du bébé Seignon, le joueur Stéphane Ivanovic range ses baskets et passe de l'autre côté du banc pour devenir le nouveau coach de la première équipe pour la prochaine saison en LNA. À 34 ans, il succède donc à Alain Attala, qui avait été remercié par le club à la fin de la saison il y a quelques semaines. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, tu es accompagné de Xavier Paredes, qui est le président du bébé Seignon. Salut Xavier. Salut. Stéphane, je me tourne vers toi en premier. Quel sentiment t'habite aujourd'hui de ranger justement, comme j'ai dit, le maillot, les baskets et puis de passer de l'autre côté du banc? Quel effet ça te fait? Écoute, je crois que c'est une très bonne opportunité pour moi. Je suis ravi que le club ait pensé à moi pour ce poste.
c'est vrai que c'était un projet qu'on avait plus ou moins parlé depuis des années, que le jour où je finisse, c'était évidemment pas censé être aussitôt. Mais ça me réjouit beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je peux apporter à l'équipe. Je connais très très bien le groupe et j'ai hâte de commencer à pouvoir les coacher. Ouais, un petit pincement au cœur quand même d'arrêter Un tout petit, ouais. Un tout petit. Il y a des fois, maintenant, peut-être en voyant même les images que vous avez mis derrière, quand je vois les jeunes jouer, ça va me manquer, c'est sûr, mais ça fait partie de la vie. Il faut faire les pas qu'il faut et puis c'est très bien. Ouais, bon, tu as déjà fait une première expérience en coaching avec les M23 au bébé Seignon, mais là, c'est vraiment la première expérience en tant que coach professionnel, donc en LNA. Ça met une petite pression? Pression, moi je le prends plus comme un challenge. S'il y a de la pression, j'aime bien que le club marque des objectifs, on veut ci, on veut ça, très bien, je pense qu'on peut y arriver sans problème. Le fait que j'ai coaché les derniers 5 ans, on va dire, activement, j'espère que ça va m'aider. C'est sûr que c'est pas la même chose. Les 2 dernières années, c'était les M23, c'était en première ligue. Ils sont plus jeunes, le niveau est inférieur, mais le basket, c'est le basket, et j'espère que j'ai une bonne base avec ça. Ouais. Xavier, c'était logique de demander à Stéphane, finalement. Du coup, projet de longue date, on a compris, c'était la succession devait se faire. Par contre, ça s'est fait un petit peu plus tôt que prévu. Oui, ben c'est clair, comme dit Stéphane, ça fait un moment que voilà, on travaille avec Stéphane, il a pris aussi la responsabilité chez les jeunes, M23, mais aussi la responsabilité de superviser aussi les équipes qu'on appelle juniors, donc à partir des U14, U16. Donc l'objectif, c'est clair que c'était qu'à terme, il puisse remplacer Alain le jour où Alain partirait. Alors, comme tu dis, on ne pensait pas à la base que ça arrive aussitôt, mais pour nous, c'était une évidence de dire, ben voilà, on a réfléchi un peu, on a regardé les différentes options qu'on avait, bien sûr, mais c'était un peu une évidence de dire ben, on va aller un peu plus tôt que prévu sur le projet avec Stéphane, parce que c'est aussi le but du club de construire, pas seulement sur des joueurs, mais aussi sur des coachs. Ouais, pourquoi à l'interne, justement? Pourquoi chercher un ancien joueur du bébé Seignon, un jeune coach, finalement? D'une part, parce que pour nous, c'est important qu'on ait cette continuité aussi par rapport au travail qu'on fait avec notre équipe, avec les joueurs qu'on a dans l'équipe. C'est aussi important que on puisse avoir des gens qui partagent la philosophie du club. Je pense que Stéphane la partage à 100%. Et puis, Stéphane, comme on a dit, c'est quelqu'un avec qui on avait beaucoup d'espoir aussi pour la suite, pour prendre le relais d'Alain ou des responsabilités dans le coaching. Donc pour nous, c'était un peu une évidence de dire on va aller vraiment prendre quelqu'un qui partage ces valeurs-là et qui connaît le club. La philosophie du club, il y a quelque part cet ADN d'avoir beaucoup de joueurs du cru, de joueurs du coin, de joueurs d'ici. C'est peut-être aussi ce qui vous a séparé à un moment donné avec Alain Attala, on imagine, et du coup ce que vous pouvez retrouver davantage avec Stéphane. Non, c'est clair, c'est sûr que voilà, si on a décidé de séparer d'Alain, c'est en partie aussi à cause de ça, parce qu'on voulait vraiment axer vraiment sur nos joueurs actuels, sur former nos joueurs. Et puis Stéphane, qui connaît très bien le club, tu as dit, ça fait 5 ans qu'il joue dans notre club, donc il connaît très bien le club. Il partage aussi cette philosophie qu'on a ensemble de construire vraiment sur les joueurs qu'on a. Donc c'est sûr que c'était un des points importants aussi qui a fait qu'on s'est tourné vers Stéphane. Ouais. Stéphane, effectivement, tu comprends ce choix, cet ADN, c'est quelque chose, toi, que tu partages aussi. Tout à fait. Comme il dit Xavier, j'ai été coéquipier même avec Xavier la première année que j'étais ici. Bébé Seignon, ça fait un moment que Bébé Seignon, là, je me sens... Ouais, quand je vois le président depuis 4 ans déjà avec qui j'ai joué, il y a une petite partie de moi que je me rappelle encore des entraînements, des matchs, des discussions qu'on avait ensemble, mais c'est sûr que la philosophie qu'il y avait, la philosophie qu'ils ont ramenée en plus en arrivant à la présidence, c'est exactement celle que je suis. Et le groupe de joueurs qu'on a, j'ai toujours dit, moi je me sentais partie de ce groupe, donc raison de plus de le dire, mais je disais, je crois qu'on a un groupe très capable. Déjà quand on était en Ligue B, je disais avec ce groupe-là, on doit gagner la Ligue B, on peut être une bonne équipe de Ligue 1. Et là, je le pense toujours. Sans moi comme joueur, mais je me sentirais quand même partie du groupe avec ce poste de coach. Et il me semble que durant cette dernière saison aussi, enfin les dernières saisons, je crois que justement la position que tu avais un peu dans l'équipe, il y avait déjà un peu ce côté coaching qui t'habitait. Je crois que c'est normal aussi le fait que je sois un des joueurs les plus expérimentés. Il y avait Malay et moi, on était clairement les deux joueurs seniors, on va dire. Et puis les jeunes, je crois qu'ils sont assez malins aussi, et puis ils se rendaient compte que des fois, il fallait écouter un peu les plus âgés. Donc peut-être c'est aussi cette partie-là
m'aidait comme joueur déjà. Ouais. Xavier, le bébé Seignon, alors durant la dernière saison en LNA, alors il est arrivé dernier du classement. Ça veut dire finalement, en vous séparant d'Alain et en venant chercher Stéphane, que malgré la jeune expérience de Stéphane, vous pensez qu'il est capable de permettre au bébé Seignon d'aller plus haut dans le classement lors de la prochaine saison? Bien sûr, c'est clair que cette année, c'est difficile. On avait fait aussi le choix de miser sur notre effectif, sur les jeunes, pour construire. Alors, comme on l'a dit déjà sur l'antenne précédemment, on aurait pu faire mieux cette année. Alors c'est pas pour ça qu'on s'est séparé d'Alain, on s'est séparé d'Alain parce que on pensait que c'était pas, qu'on n'avait plus les mêmes visions. Donc pour nous, on est convaincus que Stéphane, avec 1 ou 2 joueurs supplémentaires, parce qu'on va augmenter un petit peu le budget l'année prochaine, qu'on doit être capable d'avoir, avec l'effectif actuel et 2-3 renforts, d'accrocher une 6e place, une 6e place du classement. Et ça, je pense que c'est largement faisable. C'est quoi tes envies, tes ambitions, Stéphane? J'ai très envie de commencer la pré-saison, de commencer à les faire bosser, de voir l'évolution au fur et à mesure des jours. Et vraiment de sentir ce que j'imagine dans ma tête, comment je vais le faire, comment ça va commencer, comment ça va évoluer. J'ai juste hâte de commencer. En gros. Hâte de retourner sur le terrain avec les joueurs, déjà aux entraînements, effectivement. Stéphane, ton papa est coach aussi, coach de basket. Du coup, il t'a donné des conseils? Ouais, alors la première fois que le club m'a approché pour me proposer éventuellement de prendre ce poste de coach, j'en ai bien sûr parlé à mon père. Et puis le premier truc qu'il m'a dit, c'est: t'es sûr que tu ne veux pas jouer encore 1 an ou 2? Tu sais, être coach, c'est très difficile. Ce serait bien que tu coaches un peu, que tu fasses un peu assistant, que tu joues encore un peu, que tu fasses un peu assistant avant de coacher, tu vois. Donc la sagesse, un peu, va pas trop vite. Voilà, donc prudence avant tout, sache que c'est très dur. Bon, mon père, il a fait une grosse carrière. Si je peux m'approcher à la sienne, ça serait déjà extraordinaire. Donc, effectivement, ça va être mon conseiller principal très souvent. Très bien. Un dernier petit mot peut-être, Xavier. Quelles sont les qualités de Stéphane? Non, Stéphane, c'est déjà en tant que joueur, c'est un joueur très intelligent qui connaît très bien le basket. Tu l'as dit, je pense qu'il a ça aussi dans le sang de famille. Et puis c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui partage nos valeurs. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Alors, est-ce que c'est une qualité ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand on discute, en tout cas, on a un peu la même vision. Donc je pense que c'est ça, sa connaissance du basket, sa capacité aussi à avoir une bonne relation avec les joueurs. On l'avait déjà dans les premières discussions, dans les premières choses, on voit que c'est quelqu'un qui a aussi une bonne relation avec les joueurs, une facilité aussi de créer cette relation-là. Donc ouais, je pense qu'en tout cas, on est très content de notre choix et on est très confiant pour la suite que ça reprend quand, du coup, au niveau de la suite? Justement, il y a la pause estivale et puis les premiers entraînements et les premiers la pause, matchs. Stéphane a déjà commencé à travailler très activement sur la construction de l'équipe l'année prochaine déjà. Mais oui, après, il y aura une petite pause au mois de juillet et puis on reprendra à peu près mi-août sur les entraînements. Et puis le championnat, normalement, devrait reprendre environ aux alentours de début octobre. On n'a pas encore les dates, mais à peu près début octobre, on sera de retour au Rocher avec du monde, j'espère. Et on suivra effectivement avec du monde, j'espère. On espère aussi. Et puis on suivra bien entendu toutes vos aventures en LNA. Donc pour la prochaine saison, merci Stéphane Ivanovic. Merci beaucoup. Plein succès à toi. Et Xavier Paredes, merci d'être venu aussi. À très bientôt. Après 18 jours, 5 heures, 8 minutes et 3 secondes, c'est important, le duo de navigateurs composé du Suisse du club nautique de Versoix Nils Palmieri et du Français Julien Villon a remporté la 15e Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy. C'était le 31 mai dernier et à bord de son voilier Figaro 3, le duo de Teamwork a même pulvérisé un record lors de cette folle traversée de l'Atlantique. Nils Palmieri nous fait le plaisir d'être avec nous sur NRTV. Salut Nils. Hello, bonjour. Alors, comment tu te sens 10 jours après, un peu plus de 10 jours après cette victoire, t'as eu le temps de te reposer, ça va? Alors, j'ai pas eu beaucoup de temps de me reposer après la victoire parce qu'on a été très sollicités, Julien et moi, depuis les Antilles. Puis, par contre, effectivement, là, depuis quelques jours, je commence à me reposer. Je suis rentré en Suisse il y a seulement 2 jours. Est-ce que tu réalises cette victoire déjà? Alors oui, je la réalise. Et puis déjà aux Antilles, on s'est dit waouh, avec Julien, on a fait vraiment un très très bon truc parce que c'est une course qui est difficile, il y a un niveau qui est très élevé. Elle fait partie du championnat de France élite de course au large. Donc c'est vraiment le panier de crabe, je dirais, pour de la course au large. Donc on est conscient d'avoir réalisé un beau truc. Surtout que vous étiez outsider au début, vous n'aviez jamais fait cette course-là, et puis finalement, vous la remportez devant d'autres cadors, on va dire, de la voile. Quel effet ça fait, ça? Alors
Ça fait c'est cool. Franchement, c'est cool parce qu'on savait que tous les deux, on avait quelque chose à jouer. Le duo, il fonctionnait bien. Dès les entraînements d'hiver, on a remarqué qu'on avait la vitesse, on manœuvrait bien, on se comprenait bien. Le duo, il y avait des très bonnes synergies à bord. Et du coup, on était conscient qu'on partait sur cette transat avec des bons arguments. Et le bateau, il était vraiment prêt. Je pense que c'était un des bateaux, on a travaillé sur plein de détails pour que le bateau soit plus confortable. Et du coup, en parlant avec quelques coureurs en interne, ils n'étaient pas si surpris que ça, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Je me demande ce qui a fait la différence parce que, alors on voit là sur les images de vous, donc de tous les deux à bord. Alors la particularité de cette transat en double, c'est qu'il me semble que vous avez tous le même bateau. Donc du coup, forcément, c'est clairement les navigateurs à bord qui font la différence. Pour vous, pour ton duo, c'est quoi qui a fait la différence? Alors je dirais la différence, alors déjà, c'est qu'on a réussi à, comme je disais avant, à créer des synergies. Ensuite, on a Julien, c'est un spécialiste de la météo, c'est un spécialiste des routages. Donc, il fait sur certaines transats comme la route du Rhum ou la Jacques Vabre. Il fait partie de la cellule de routage pour certains bateaux. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment un spécialiste en météo et en stratégie. Et toi, tu es plus sur la vitesse et la technique. Exactement. Exactement. Je commence à bien connaître ce bateau. J'ai fait des bons résultats en début de saison. Donc, j'ai montré que techniquement, j'étais à l'aise avec le support. Donc, du coup, on avait un peu chacun nos rôles. Mais bien sûr, Julien a participé vraiment aussi à tous les réglages, a donné son avis sur tout. Idem pour moi, lorsqu'il a fallu prendre des grandes décisions stratégiques, on a vraiment pris les décisions de concert, notamment sur cette fameuse option nord, entre guillemets, où c'était une décision longuement réfléchie et tous les deux, on a donné nos arguments pour se faire. Ouais, plutôt aux 2/3 du parcours, c'est ça? Fallait aller plutôt au nord, plutôt au sud. Et puis là, Julien t'a dit, au pif, là, je le sens au nord, on y va. Et tu t'es dit, OK, on y va. Alors en fait, lui, il a fait tout le travail d'analyse. On a les météos à bord, on a fait des travails sur les routages. On fait aussi des probabilités pour savoir à cette période de l'année où est-ce qu'il y a plus de chances que ça passe. Enfin, il y a tout un travail derrière que Julien fait extrêmement bien. Et quand ensuite il a fallu faire la synthèse, on a réfléchi tous les deux en donnant nos arguments. On y est allé, on n'a pas été les premiers à partir dans cette option, on s'est donné vraiment, on a attendu le dernier moment finalement pour dévier notre trajectoire sur plus au nord. Donc effectivement, voilà, la météo et la stratégie sont vraiment des composantes vraiment primordiales pour cette course, cette transat à double. On va voir maintenant des images de ton arrivée qui était très festive, on va le voir. Quel sentiment t'habitait à ce moment-là quand tu es arrivé à Saint-Barthélemy? C'était extraordinaire, ça restera, je pense, le plus beau moment de ma carrière de navigateur. Parce que c'était déjà une première, on la gagne. Ensuite, on ne s'y attendait pas du tout parce qu'on est parti de Concarneau où c'était un peu cloisonné, on était en quarantaine, tous les navigateurs. Et là, on arrive effectivement aux Antilles, on s'aperçoit que c'est comme si le Covid n'existait pas. Surtout, on arrive un dimanche après-midi, tout le monde avait hâte de voir le premier bateau arriver. Cette île, le seul événement sportif, c'est cette transat en double. On n'y était pas l'année passée à cause de la pandémie et là, ils ont attendu une année. Et là, le fait de débarquer, c'était extraordinaire. En plus, en premier. Et surtout, c'était un peu l'anarchie. Il n'y avait pas vraiment de règles. Il n'y avait pas de cordon de sécurité, entre guillemets. Donc, les bateaux étaient super proches. Il y avait la musique. Enfin, c'était un moment festif suspendu dans le temps, finalement. Le Covid n'existait pas à ce moment-là. Ouais, exactement. C'était incroyable. Et en fait, on le voit sur les images à la fin. La ligne d'arrivée était bouchée par tous les bateaux accompagnateurs. Et on a dû aller slalomer dans les bateaux qui étaient au mouillage. Enfin, c'est des images, mais encore aujourd'hui... Ça me met les frissons. Ouais, c'est ça. Un souvenir du coup que tu vas garder à vie, ce genre de choses. C'est sûr, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Quand tu as pris la tête de la course, vous avez pris la tête de la course tous les deux le 28 mai, vous êtes arrivés le 31 mai, quand justement on se dit « Ah, ça y est, on est en tête de course », qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? On met les bouchées doubles, on stresse? Comment on se sent à ce moment-là? On s'est dit... Alors déjà, on était très bien partis parce qu'on avait déjà occupé quelques fois la première place lors des premiers jours. Et là, on s'est dit, bon, maintenant, là, on est en tête. Donc, c'est vraiment maintenant que c'est important et on se motive encore pour tout donner, pour faire avancer vraiment le bateau encore plus vite. Enfin, il y avait vraiment la motivation de la victoire, l'adrénaline qui était là. Et on a vraiment, les derniers jours, on a vraiment fonctionné que sur l'adrénaline. Mais avec encore des hauts et des bas parce qu'on est fatigué, parce que... Donc du coup, ça a été éprouvant jusqu'à quelques heures avant l'arrivée parce qu'on s'est pris un dernier grain, vraiment une ligne de grain qui a donc pas des très bons nuages, on va dire, qui nous a coupé le vent.
Puis à un moment donné, on s'est dit, mais là, les gars, ils sont juste 1h30 derrière nous, c'est fini, quoi. Ouais, tout peut changer à ce moment-là. Voilà, exactement, tout peut changer. Et puis finalement, on a bien géré cette transition dans le grain. Puis à un moment donné, on s'est dit, ah, c'est bon. Là, on voyait Lille, on la voyait de nouveau. On s'est dit, ah, c'est bon, cette fois, ça le fait, quoi. Donc on peut se dire, Julien Villion, Nils Palmieri, duo gagnant. C'est quoi la suite? Est-ce que ce duo va continuer? Alors, pour ma part, j'ai d'autres régates qui m'attendent sur le championnat de France élite de course au large. La prochaine, elle est aussi en double, mais elle se fera sans Julien. Et ensuite, les 2 dernières seront en solitaire, donc je serai tout seul. Il y aura notamment la solitaire du Figaro, qui est aussi le gros événement qui a lieu, lui, chaque année. Et Julien, pour sa part, il va être testé par une grosse écurie de course. Je pense qu'il a montré qu'il faisait partie des meilleurs stratèges de course au large. Donc je pense qu'il y a plein de portes qui lui sont ouvertes. Mais on n'a pas prévu de faire d'autres régates ensemble. Mais je pense qu'on sera peut-être attendu au tournant sur d'autres courses. Ouais. Effectivement, maintenant, après cette première place. Et puis pour toi, Nils, tes ambitions à toi, est-ce que le Vendée Globe, c'est quelque chose que tu vises? Alors moi, c'est un rêve, comme beaucoup de marins, comme pratiquement tous les marins qui courent sur le circuit Figaro. Par contre, si un jour j'ai la chance d'y aller, j'espère pouvoir monter un projet qui est compétitif. Donc je continuerai à faire du Figaro aussi longtemps que nécessaire pour être sûr que le jour où je me lance dans un projet comme ça, j'ai vraiment mon meilleur niveau. Donc après, il y a plein d'autres projets qui me motivent. Un Jules Verne, pourquoi pas, tenter un record du monde, du coup sur un catamaran ou sur un multicoque géant en équipage, ça me botte aussi. Il y a plein d'autres transats qui sont de magnifiques courses. Donc en double, en équipage ou même du coup en solitaire, quoi. Alors voilà, exactement. En plus, j'ai d'ailleurs cette victoire sur la Transat en double, pour moi, ça a été vraiment je dirais la fin enfin pas la fin, mais je suis un spécialiste du double. J'avais déjà fait la Jacques Vabre, la Transat Jacques Vabre, qui est une course en double. Donc pour moi, ça a été vraiment l'accomplissement de toutes ces courses en double. D'accord, très bien. Bon, on va suivre la suite de ton parcours, Nils Palmieri. Donc on rappelle que tu es donc du club nautique de Versoix et puis que tu as remporté avec Julien donc cette Transat en double. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et plein de succès pour la suite. Merci beaucoup. Salut. C'est tout pour le sport de cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine sur NRTV.